Donc, De Gaulle arrive à Alger le 4 juin 1958, devant une foule gigantesque, il prononce la parole ô combien illustre et qui a traversé le temps. Je vous ai compris. Je vous ai compris. Et cela, acclamé par cette foule immense, qui croit dans cet homme. Comment ne pas le croire? Il est là en uniforme. C'est une légende vivante, le général de Gaulle, en 1958. C'est l'homme qui a dit non, n'est-ce pas, en 1940. C'est l'homme qui a dit non à la défaite, qui a dit non au renoncement. Donc c'est l'homme à qui on peut se fier. Si lui dit aux Français d'Algérie qu'il les a compris, si à Mostaganem il dit vive l'Algérie française, si à Oran il dit jamais nous ne partirons d'Algérie, etc., etc., comment ne pas le croire? Ce qui est étonnant, c'est que si son intention était d'aboutir à l'indépendance de l'Algérie, ce qui est étonnant, c'est d'avoir à ce point, d'emblée, dès le premier instant, proféré d'aussi solennels mensonges. Pourquoi? Peut-être ne connaissait-il pas l'ampleur de la catastrophe avant d'arriver au pouvoir, et peut-être, je me fais l'avocat du diable, et peut-être était-il, une fois au pouvoir, au courant de dossiers qui faisaient que... C'est un homme qui, d'abord, se tenait qui était très averti de la situation politique, de la situation de l'Algérie, qu'il connaissait, puisqu'il avait été en Algérie lui-même de l'été 1943 jusqu'à l'été 1944. Il connaissait cette situation. Il n'a pas cessé de la suivre ultérieurement, mais il savait que il y avait là quelque chose d'explosif dans la vie politique française notamment, qui pouvait peut-être lui permettre de revenir au pouvoir. Il en a profité, c'est en effet ce qui s'est produit. Suivant les interlocuteurs qu'il rencontrait avant le 13 mai 1958, il tenait des langages très différents. À ceux qui étaient des partisans de l'Algérie française, tel son ancien compagnon Jacques Soustel, il tenait des propos qui étaient très favorables aux positions de Jacques Soustel, à des interlocuteurs qui, eux, étaient partisans plus ou moins de l'indépendance, etc., eh bien, il semblait abonder dans leur sens. C'est-à-dire que... Double langage, il s'adaptait aux interlocuteurs. Que pensait-il lui-même? Cela reste, dans une certaine mesure, un mystère. Il reste un point, et nous allons suivre l'évolution même de sa politique et de ses paroles. Il reste un point majeur, c'est la tromperie, vraisemblablement. En revenant au pouvoir en 1958, il souhaitait parvenir, il voulait se libérer, comme il l'a dit, du boulet algérien. Pour se tourner vers l'Europe. Comment s'en libérer? Certainement par une sorte d'indépendance. Ce qu'il ne savait sans doute pas, c'est comment les choses allaient se passer. Oui, ça certainement. Mais le but qui était le sien, certainement, devait être l'indépendance. Mais alors pourquoi cet énorme mensonge qui va durer, parce que les mots qu'il a prononcés à Alger le 6 juin 58, il va continuer à les prononcer. Non seulement il va le faire officiellement, mais il va faire plus que ça, il va le faire dans les messages personnels et notamment dans les messages qu'il envoie au commandant en chef en Algérie, qui est le général Salan. Le 24 octobre 1958, il écrit personnellement
au général Salan, commandant en chef, qui avait tant fait pour le ramener au pouvoir. Je vais le citer parce que la lettre est extraordinaire. Mon cher Salan, tout va vite en ce moment, au moins en apparence, mais ce n'est pas dans le mauvais sens. L'ensemble de la nation française fait maintenant bloc sur quelques idées simples. On ne doit pas lâcher l'Algérie. Cela étant, on pourrait voir un jour ou l'autre l'organisation Ferrataba, c'est-à-dire le FLN, demander à envoyer des délégués dans la métropole. En pareil cas, ces délégués ne verront que les représentants du commandement militaire. Ils ne seront admis à parler que du cessez-le-feu, et ce cessez-le-feu comportera nécessairement la remise des armes à l'autorité militaire. Je vous dis cela à vous seuls, pour que vous sachiez à quoi vous en tenir. Naturellement, ne le répétez pas. C'est extraordinaire. Le général Salan qui reçoit cette lettre, dans ces termes-là, le 24 octobre 58, qu'est-il en droit de se dire? Il a le sentiment que le chef de l'État, ou celui qui va devenir peu après le chef de l'État, lui fait part de ses intentions les plus secrètes. De Gaulle le fait sous le sceau de la confidence. Pourquoi cette démarche? Pourquoi, justement? Alors, ce message est évidemment destiné à tromper Salan. Pourquoi tromper Salan? Pourquoi enfermer le commandant en chef en Algérie? C'est pas quelqu'un de secondaire. Pourquoi l'enfermer dans un mensonge aussi délibéré? Alors, mettons de côté tout aspect moral dans cette question. Ne regardons que l'efficacité politique. Et posons-nous cette question, est-ce que cette conduite du général de Gaulle est une conduite politiquement sage? Comment Salan va-t-il réagir un peu plus tard en découvrant qu'il a été trompé, en découvrant qu'il est victime d'un cynisme d'une telle ampleur? Nécessairement, c'est là l'origine de la révolte future du général Salan et de la révolte de l'armée. Et on se dit que l'homme qui a agi de cette façon n'était peut-être pas le génial esprit politique que l'on dit habituellement. Parce que procéder de la sorte, c'est une façon de procéder. Mais, encore une fois, est-ce une façon sage? Est-ce une façon habile? Ne fallait-il pas s'efforcer, au contraire, puisqu'il avait en vue l'indépendance de l'Algérie, ne fallait-il pas, au contraire, s'efforcer, rencontrant le général Salan ou tel autre, d'essayer de le convaincre du bien fondé de ses objectifs et son intention? Non, il enfonce un homme comme Salan dans le mensonge, et alors, évidemment, tous les autres. Et pourtant, on sait par les confidences qu'il fait à la même époque, par exemple à Alain Perfit, qui les a publiées ultérieurement, on sait qu'il ne se fait aucune illusion sur ce que doit être l'avenir de l'Algérie. Citation du livre de Perfit, c'est une conversation avec le général de Gaulle le 5 mars 1959. Qu'on ne nous raconte pas d'histoire, lui dit de Gaulle. Les musulmans, vous êtes allés les voir? Vous les avez regardés avec leurs turbans et leurs djellabas? Vous voyez bien que ce ne sont pas des Français. Ceux qui prônent l'intégration ont une cervelle de colibri, même s'ils sont très intelligents. Essayez d'intégrer de l'huile et du vinaigre, agitez la bouteille, au bout d'un moment, ils se séparent de nouveau. Les Arabes sont des Arabes, les Français sont des Français. Vous croyez que le corps français peut absorber 10 millions de musulmans, qui demain seront 20 millions et après-demain 40? C'est de Gaulle qui dit cela? C'est de Gaulle. C'est pas mal vu, en effet. Mais alors pourquoi avoir parlé de Français à part entière à Alger le 6 juin 58 Pourquoi proclamer le contraire ensuite avec tant de force? Pour arriver au pouvoir. Oui, pour arriver au pouvoir.
Mais la conduite ultérieure, encore une fois, était-elle une conduite sage? Alors, oui. Il est en négociation, en quelque sorte, avec le FLN pour aboutir à cette indépendance. D'abord, pourquoi avoir pris comme seul interlocuteur le FLN? Ensuite, dans ce duel qui l'oppose au FLN, le général de Gaulle ne va jamais imposer sa stratégie. Il n'obtiendra aucune compensation et à suivre les négociations, on s'aperçoit qu'il ne maîtrise rien. On a le sentiment qu'il a le désir d'en finir et d'en finir à n'importe quel prix. Et de concession en reculade, il va finir par tout abandonner. Lors des ultimes négociations d'Évian, eh bien, il cède sur tout. Il cède sur les préalables qu'il avait lui-même fixés, c'est-à-dire la remise des armes par le FLN. Il cède sur le principe de la discussion avec les autres tendances des Algériens. Il cède sur le Sahara dont il fait cadeau à l'Algérie. Il cède sur la protection des Français qui ne seront pas protégés. Et cela se termine, comme on sait, dans la déroute et l'ignominie, en brisant les Français avec la collaboration du FLN. Là, il y a un article que nous publions. Et du Parti communiste. Et du Parti communiste en France, mais du FLN en Algérie, parce que la résistance des Français d'Algérie sera brisée, notamment par une action concertée entre les forces de l'ordre françaises, police, gendarmerie, etc., et le FLN. Il y a à ce sujet-là, dans notre dossier, un article de Jean Monneret qui a étudié cette question, qui est terrible et qui fait le point sur cette affaire et notamment sur l'affaire terrible de l'enlèvement des Européens d'Algérie à partir des accords d'Évian, enlèvements qui se sont faits alors que l'armée avait l'ordre de ne plus intervenir et de ne protéger en rien les Français d'Algérie. On se demande finalement si dans cette affaire, les seules victoires remportées par le général de Gaulle n'ont pas été remportées par ses compatriotes. Sur ses compatriotes. Sur ses compatriotes. Lors d'un des conseils de ministres, des ministres qui a suivi les accords d'Évian, la chose est rapportée par Pierre Flimelin dans ses mémoires, sur la question d'un ministre, Jacquinot, qui demande si les Français seraient protégés par l'armée française après l'indépendance. Le général de Gaulle répond, je cite ses paroles, « Il n'en est pas question, il n'est pas question de protéger les Français. Après l'autodétermination, le maintien de l'ordre public sera l'affaire du gouvernement algérien, ce ne sera plus la nôtre. Les Français n'auront qu'à se débrouiller avec ce gouvernement. » Ah ben bravo. Des questions d'auditeurs, Victoria? Oui, une auditrice nous dit Ferhat Abbas faisait partie de la bourgeoisie locale et n'était pas FLN. Non, à l'origine, il n'était pas FLN, il n'était même pas partisan de l'indépendance de l'Algérie. Il dit, il y a une déclaration célèbre de Ferhat Abbas disant « J'ai recherché dans l'histoire la nation algérienne et je ne l'ai jamais trouvée ». Vers 1969, Boumedienne disait « Nous occupons la France grâce au ventre de nos femmes ». Ainsi, derrière le voile de Scheherazade, n'est-il pas là le fameux trou de la Sécu? Nous vous vaincrons grâce au ventre fécond de nos femmes. Oui, c'est ça la formule exacte de Boumedienne. Vous qui avez eu le privilège donc de vivre au sein de la population, est-ce que vous avez vu aussi bien dans le comportement de cette population que dans la situation générale des perspectives d'espoir, ou est-ce qu'il vous a semblé que les choses ne pouvaient qu'empirer, mais jusqu'où? Alors justement,
Moi, j'ai été j'espérais trouver un espoir, hein, du moins un début d'espoir. Eh bien, je vous assure, j'ai été vraiment très choquée, très triste de voir que l'espoir est presque mort. La haine est palpable et de part et d'autre, et c'est absolument dramatique. Vous savez, c'est dramatique. Depuis la seconde intifada, vous savez, c'est un mot qui veut dire secouer ce qui dérange, secouer ce qui gêne, ce qui est trop lourd. C'est ça que ça veut dire intifada. Et c'est depuis la seconde intifada, il y a en particulier, entre autres choses, parce que nous pourrions dire beaucoup de choses, il y a des problèmes économiques absolument dramatiques. Les gens qui travaillaient, les Arabes qui travaillaient de l'autre côté, enfin des territoires occupés, qui travaillaient en Israël, désormais ne peuvent pratiquement plus y aller. Ils ne sont plus que quelques milliers, alors qu'auparavant ils étaient plus de 100 000. Maintenant, il y a un chômage, par exemple, à Naplouse de 60%. À Gaza, n'en parlons pas, c'est 80%. Et il y a entre 80 et 90% de personnes à Gaza qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Naplouse, ce n'est pas aussi, aussi crucial, aussi dur qu'à Gaza, mais Naplouse, les gens, j'ai entendu exactement les mêmes réflexions chez les Palestiniens chrétiens, chez mes amis chrétiens ou chez mes amis musulmans. Nous sommes en prison. Notre ville est une prison. Quand les médias montrent des cartes de la région, on voit deux petits territoires et puis une poussière de minuscules territoires. Alors vous nous dites qu'il faut qu'on circule à 15 à l'heure d'un territoire à l'autre. Effectivement, l'économie, tout le monde sait, tous ceux qui sont allés à l'école savent que l'économie s'est construite sur les moyens de communication. Donc effectivement, je pourrais vous donner beaucoup d'exemples que j'ai vécus, que je connais. Vous savez, je ne vais pas les chercher dans les journaux, dans les bouquins, des exemples d'hommes ou de femmes, de couples qui sont séparés, par exemple, qui ne peuvent pas se retrouver. L'un habite à Gaza, l'autre est en Israël. Ils ne peuvent pas se retrouver. Ça fait peut-être 2 ans, parfois, qu'ils ne peuvent pas se retrouver. Aussi, des couples, des gens qui, par exemple, j'ai rencontré à Jérusalem un homme de Bethléem qui travaille à Jérusalem, eh bien, il est obligé de rester à Jérusalem pendant la semaine. Je rappelle qu'entre Jérusalem et Bethléem, il y a 10 kilomètres, c'est-à-dire qu'en temps ordinaire, on fait ça vraiment, vous savez, en un quart d'heure. Mais maintenant, Jérusalem-Bethléem, parfois il faut passer dans la montagne parce qu'il y a des checkpoints qui changent parfois d'endroit. Il faut passer dans la montagne, ça fait 2 heures, 3 heures. Quand vous arrivez avec 3 heures de retard à votre travail, ça va bien une fois, mais 2 fois, 3 fois, l'employeur, qui est très souvent d'ailleurs israélien, vous envoie promener. Donc ils n'ont plus de travail. Ils sont vraiment coincés, si vous voulez. C'est absolument dramatique pour eux. Alors, on a l'impression, en vous écoutant, que les Palestiniens et les Israéliens ne peuvent pas vivre ensemble, mais qu'ils ne peuvent pas vivre séparément non plus, parce qu'ils sont quand même interdépendants d'un point de vue économique. Le drame, comme pour nous rappeler encore plus le drame de l'Allemagne coupée en deux pendant 50 ans, on en est maintenant à construire un mur. Alors là, vous avez vu ce chantier? Oui, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas vu partout. Mais bien alors, sûr. Où passe-t-il ce mur? Est-ce que vous pouvez le rappeler? Alors justement, ce mur devrait théoriquement suivre la ligne verte, c'est-à-dire les frontières de 49. Mais il ne la suit pas, la ligne verte. Il arrive à certains endroits qu'il entre, entre guillemets, de 10 kilomètres à l'intérieur des terres bien sûr palestiniennes, si vous voulez. Ce qui fait que ce mur, qui est 2 fois plus haut que le mur de Berlin, qui fait 8 mètres de haut, ce sont d'énormes blocs de béton en forme de A. Et le BTP a fait des progrès depuis Berlin. Qui sont reliés avec des espèces d'agrafes de ferraille, et il n'a pas partout tout à fait la même allure d'ailleurs. Il y a des rouleaux de barbelés, il y a aussi des fossés. Il devrait y avoir, s'il se termine, il devrait faire plus de 600 km, et s'il se termine, il devrait y avoir une tour de guet, si vous voulez, tous les 300 mètres. On peut dire un mirador, non, j'ai dit une bêtise. On peut le dire. On ne va pas le répéter.
Et donc c'est quelque chose d'absolument inouï parce que si vous, par exemple, je peux vous donner des chiffres comme ça que l'on m'a donné là-bas et que m'ont donné des amis. Attention, des amis juifs, je dis bien, parce que je n'ai pas que des amis palestiniens, j'ai aussi des amis juifs. Et ces amis juifs, sans doute, vous parlez sur un ton très mesuré, très objectif. Ah oui, ils m'ont donné des chiffres. Par exemple, depuis ce mur a commencé à être construit, il y a eu environ entre 103 et 110 000 oliviers arrachés, parce que ce n'est pas seulement une catastrophe humaine. Le mur traverse les oliveraies, une zone agricole. Ah ben je comprends. Et le mur en profite, entre guillemets, pour saisir, pour prendre, pour accaparer des terres parmi les plus, les plus fertiles, si vous voulez, de certains villages palestiniens. Et puis il y a aussi le mur passe entre certains villages et les terres de ce village, ce qui fait que les Palestiniens ne peuvent plus aller cultiver leurs terres, récolter les olives, etc. Et vous savez qu'il y a une loi israélienne qui dit qu'une terre inoccupée et non cultivée pendant 3 ans revient automatiquement à l'État. Il y a 80 puits qui ont déjà été saisis, si vous voulez, à cause de ce mur. Il y a déjà, les Palestiniens ont déjà perdu la jouissance de plus de 80 puits. Et il y a aussi, toujours à cause de, les Palestiniens demandent, il y a eu 35 kilomètres de canalisation excusez-moi, et puis les Palestiniens demandent qu'il y ait au moins des portes, des trous dans ce mur pour qu'ils aillent cultiver leurs terres. Et jusqu'ici, la réponse qu'ils ont eue, c'était qu'il n'est pas question que ce mur devienne un gruyère. Voilà. Nous parlons de terroristes en ce qui concerne le Hamas, le djihad. Voilà. On dit fréquemment, sondage à l'appui, que beaucoup de Palestiniens appuient ces mouvements terroristes. Alors vous savez, c'est une question extrêmement complexe, puis très longue, et qui serait très longue à expliquer. Tout ce que je peux vous dire, de mon petit point de vue d'observateur, c'est que parmi mes amis palestiniens, aussi bien chrétiens que musulmans, je peux vous assurer que beaucoup n'approuvent pas le Hamas. C'est vrai. Beaucoup réprouvent les attentats qui tuent aveuglément les civils. Mais tous me disaient que la première violence, c'était de leur avoir pris leur terre, et qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut pas mélanger les effets et les causes, et qu'il faut quand même toujours mettre les causes avant les effets. Et que les causes, c'est qu'effectivement, en 48, etc., 54% de la Palestine est passée aux Juifs, et bref. Tout cela, c'est quand même, c'est vrai, c'est historique. Et c'est pour cela que certains, beaucoup réprouvent mais ils n'ont que ça, si vous voulez, en quelque sorte. Je vais vous dire une chose. J'ai rencontré un prêtre palestinien qui n'est pas du tout un va-t-en-guerre, qui est un homme extraordinaire, qui est plein de pardon, qui essaie vraiment d'avancer, de faire avancer les choses. Et il m'a dit, on vous aurait pris votre terre, on vous aurait pris votre maison, on vous aurait bulldozeriser votre maison avec quelquefois la grand-mère ou dessous. On vous aurait empêché de suivre des études normalement. On aurait emprisonné votre frère. On vous aurait, etc. Qu'est-ce que vous feriez? Que voulez-vous que je réponde? Il me dit, on aurait même tué l'espoir. Qu'est-ce que vous feriez? Vous savez, mais je ne suis pas une inconditionnelle. Hein. Ne croyez pas que je sois inconditionnelle palestinienne. Les Palestiniens, j'espère bien, on fait exploser le Liban. Il faut dire aussi que, nous avons là une avalanche de messages. Je pense pas qu'on peut faire état de tous, mais Victoria va nous lire, disons, quelques messages raisonnables. Oui. À propos des contrôles routiers dont vous avez parlé tout à l'heure, n'est-ce pas pour se protéger que les Israéliens les ont installés plutôt que par méchanceté gratuite? Écoutez, moi je vais vous raconter simplement une expérience vécue à un checkpoint où j'étais toute seule au milieu de Palestiniens. Je suis désolée, mais nous avons été traités exactement comme... je suis vraiment navrée, mais moi j'ai bousculé, poussé comme du bétail, quoi. Voilà, c'est tout. Nous n'avons pas été traités... un checkpoint, ça pourrait se passer, entre guillemets, plus normalement, plus humainement. Mais il y a une sorte de mépris, je ne sais pas comment vous dire cela. Moi, je
l'ai ressenti, mais vous savez, j'ai été profondément scandalisée parce que moi, je ne savais pas exactement que ça se passait comme ça. J'en avais entendu parler, comme tout le monde, mais je l'ai vécu. Alors, les checkpoints pour se protéger, c'est fort possible. Mais alors, dans ce cas, qu'on ne sépare pas, par exemple, comme je l'ai vu 2 fois, les couples et les enfants. C'est inutile. Ça dure qu'1 heure, mais imaginez l'angoisse, parce que parfois, ça a duré des mois. Imaginez l'angoisse. Et alors, ceux de nos auditeurs qui habitent Saint-Germain-en-Laye peuvent présenter leur requête à leur évêque pour signer son adhésion au collectif des habitants du lundi, puisque c'est un homme ouvert, comme en témoigne la note qu'on trouve dans le bulletin paroissial de Saint-Germain-en-Laye. 78, oui, merci. Célébration religieuse du 11 novembre. À la suite des cérémonies civiles et militaires au monument aux morts, la communauté juive invite à la cérémonie religieuse en la synagogue si ça passe léger à 11h. Catholiques, protestants, musulmans et juifs se retrouveront pour cette prière en hommage à ceux qui sont morts pour la France. Il n'y aura donc pas de permanence ni de messe à l'église Saint-Germain ce jour-là. Voilà. Donc, remarquez, vous pouvez aller à la synagogue ou à la mosquée ou au temple bouddhiste, où vous allez chez un marchand d'oignons, puis vous épluchez quelques oignons, puis c'est pour les adorateurs du susdit. Écuménique, c'est le printemps. Ou alors, il y a encore une bonne solution. Vous achetez un petit miroir, vous le mettez devant le nombril, et vous le regardez, vous vous inscrivez immédiatement au nombre de cette secte fort intéressante qui s'appelle les adorateurs du nombril. Et vous verrez que, comme célébration du 11 novembre, d'ailleurs entre nous, enfin je vais encore dire des choses politiquement incorrectes, mais je vois pas bien en quoi la synagogue est concernée par le 11 novembre, directement. Je comprends très bien que la synagogue célèbre la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, mais la première, j'ai pas entendu dire qu'il y avait... Il y a 15 000 juifs qui sont morts au champ d'honneur pour la France, Serge, en 14-18. Je ne dis pas le contraire, mais ils sont pas morts comme juifs. Ils sont pas morts comme juifs, ils sont morts comme français. Donc il n'y a pas de célébration spéciale à faire à la synagogue. Il n'y a pas de raison pour que les catholiques aillent à la synagogue célébrer le 11 novembre. Il vaut mieux aller au monument aux morts, alors à tout prendre. Le nombre ne fait rien à l'affaire. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Oui. Deux messages d'auditeurs. Une auditrice d'abord. Dans Faits et Documents, il a été indiqué qu'on a installé des plaques sur les frontons d'écoles à Paris dénombrant le nombre d'enfants juifs déportés. Sur tous les murs de toutes les écoles communales de Paris, il y a une grande plaque noire. Ça, c'est de la sidération mentale. C'est pas autre chose que de la sidération mentale. C'est pour rappeler aux Français qu'ils ont été des salauds, qu'ils ont laissé déporter, assassiner 70 000 juifs en 4 ans de guerre, alors que la France était sous la botte nazie. Et donc, on est des salauds. Il n'y a pas de problème, on est des salauds. Et il faut nous le rappeler par tous les moyens, tous les jours, sur tous les murs de France, sur tous les murs des écoles, en collant des grandes plaques noires dans lesquelles on parle des enfants juifs qui ont été déportés, mais on ne parle pas des enseignants non juifs qui ont été déportés, des enfants catholiques qui ont été tués par les millions de tonnes de bombes qui ont été déversées sur les villes de France, des enfants musulmans, des enfants orthodoxes, des enfants protestants et tout. Et des 20 millions de Russes. Et des 20 vous-même, vous n'en parlez pas. De Russes orthodoxes. Non, mais attendez, on est en France. Moi, je veux bien parler des Russes autant qu'on veut. Mais d'abord, je peux pas dire que je verserai beaucoup de larmes sur la mort de 20 millions de communistes. Après tout, ils l'ont bien cherché. Et puis, Hitler, petit ajoutateur sous Staline. Hitler a tué 20 millions de Russes pendant une guerre, alors que Staline a tué en temps de paix à peu près, Staline et ses épigones en ont tué 10 fois autant. Donc, c'est pas un sujet qui me concerne directement. Ce qui me concerne directement, c'est le fait de sortir de chez moi tous les jours et d'avoir sous le nez, tous les jours que Dieu fait, une plaque en marbre collé aux frais de la collectivité nationale et qui me dit vous êtes un salaud, vous qui êtes né en 46, c'est-à-dire 1 an après les persécutions, 2 ans après les persécutions, vous êtes vous un salaud parce qu'il y a eu dans cette école qui est en dessous de chez vous tant d'enfants juifs qui ont été déportés. Je trouve que ça ça relève de la sidération mentale. Deuxième message. Et non pas de la mémoire. Le seul reproche que je peux faire à cette belle jeunesse, c'est qu'ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas la presse, ils ne lisent pas les journaux, ils ne lisent pas les livres, et donc nous on est allés là-bas, on avait un beau stand, on a passé la journée à pianoter sur le coin de la table, en attendant que quelques vieux militants se substituent aux jeunes pour venir prendre
1 ou 2 abonnements au Libre Journal et achetez quelques exemplaires de notre journal. Donc, jeunes gens, au lieu de vous raser le crâne, fouillez dans vos poches, trouvez du fric, abonnez-vous, et au lieu de ne pas lire les phrases en allemand que vous portez sur vos t-shirts, lisez donc les journaux qui sont écrits en français. Ça vous fera progresser peut-être. Voilà ce que je peux dire de cette réunion. Alors, un auditeur nous confirme, je le confirme pour les plaques, car je suis instituteur. Et à l'intérieur, vous avez la liste complète des enfants. Plaque dans le coin. Et un autre auditeur, le communautarisme qui apparaît à l'heure actuelle, ne va-t-il pas sonner le glas de notre soi-disant éducation nationale? Bah écoutez, il y a un papier dans le numéro du Libre Journal, je pique un peu le sujet de Goffman, mais il y a un papier dans le Libre Journal qui est intitulé « Nouvelle pompe Afrique de l'antiracisme, le collectif contre l'islamophobie ». Alors eux, ils ne se sont pas emmerdés. Ah, c'est des drôles de marioles. Hein. Ils ont piqué mot pour mot tout le discours de la vulgate communautaire juive. Hein. C'est-à-dire, alors c'est à mourir de rire. La France se tait alors que la violence islamophobe se déchaîne. Je ne sais pas si vous avez remarqué beaucoup de violence islamophobe. Enfin bon, ça c'est eux qui disent ça. Hein. Tombe musulmane profanée. Ou détruite à coups de batte de basse-balle. Mosquée de Nancy incendiée. Mosquée de Paris visée par une tentative avortée d'attentat suicide. Alors il faut quand même expliquer que la tentative avortée d'attentat suicide, c'est une espèce de toqué qui a dit à ses copains moi je veux aller me faire exploser la gueule à la mosquée de Paris. Hein, et il y a un de ses copains qui est allé voir les flics, le gosse a été arrêté, il a été condamné à 4 ans de prison ferme pour ça. Il avait même pas un pétard sur lui, il avait aucun moyen de faire exploser quoi que ce soit, sinon éclater de rire ses voisins. Mais on l'a chopé, on était tellement content d'avoir un candidat à l'attentat anti-arabe qu'on s'est empressé de le bastonner sérieusement et accessoirement d'ailleurs, je le signale, il appartient à la communauté. Alors, je termine. Mosquée de Paris visée par une tentative avortée d'attentat suicide. Mosquée d'Ajaccio détruite dans un attentat à la bombe. Musulmane voilée et musulmans portant la barbe cible d'agression quotidienne. Autrement dit, tout ce qui arrive dans le métro au bon franchouillard de la base, ils l'ont recopié et puis ils disent que c'est nous qui faisons ça aux autres. Et alors, naturellement, ils vont nous demander, ils appellent à la délation, au procès, etc. Il faut dénoncer les et aux subventions, j'espère. Voilà. Et aux subventions, bien entendu. Il faut être raisonnable. Voilà. Alors, merci en tout cas, Pierre Vaquier. Et maintenant, je prends au bout du fil Bernard Anthony, président de la Griffe, président de Chrétienté et Solidarité, pour ne pas sortir du sujet. Bernard, comment allez-vous, mon cher Bernard Anthony? Je chausse un casque. Est-ce que vous m'entendez, oui, Miroska? C'est bien. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien. Vous êtes toujours dans vos terres? Eh bien, je suis chez mon ami Georges Ribes, qui est un militant de la petite ville de Mazamet. Et je vous parle du pied de la montagne Noire. Oh, bel endroit.
Hein, Gilles. Sur Radio Courtoisie, on a dit que la suppression du lundi de Pentecôte a été voulue, car il est question de donner 2 jours fériés chômés pour 2 fêtes musulmanes. Ah oui, ça... Dans la fonction publique, en plus des fêtes catholiques, les musulmans et les juifs ont droit à 2 ou 3 jours supplémentaires par an pour leurs fêtes. De quel droit supprime-t-on le lundi de Pentecôte alors que les autres ont droit à Non, mais moi jours je suis tout à fait supplémentaires. d'accord pour qu'on donne des fêtes aux musulmans, aux juifs, aux adorateurs de l'oignon, aux adorateurs du nombril, aux bouddhistes, aux célébrateurs de la grande Zora, tout ce qu'on veut. Le problème c'est de savoir comment on va faire après pour remplir le contrat national de production. Ça va être difficile. Hein. Si les trains s'arrêtent, par exemple, c'est un moment où plus personne ne conduira. Ça va compliquer l'existence. Et puis, quand même, la France est un pays de racines chrétiennes. Enfin, je sais pas si on a encore le droit de dire ça. Oui, bon, ça va. Oui. C'est pas encore voté. Un gamin de votre âge, dit un auditeur, j'avais 14 ans quand les Américains ont bombardé Marseille il y a 2 mois de la libération. On s'est toujours demandé pourquoi ils bombardaient, car ils ont tué 7000 Marseillais et fait 22 000 blessés, alors que les Allemands n'avaient presque pas tué. Nous aussi, on a déblayé les décombres le samedi après-midi après la fin de l'alerte pour rechercher les blessés. Nous n'avions, alors ça c'est très intéressant effectivement, nous n'avions pas de soutien psychologique et tout se passait normalement. Aujourd'hui, quand un accident de la circulation se passe à 200 mètres d'une école, on mobilise une cellule de soutien psychologique pour les pauvres enfants qui par ailleurs regardent à longueur de journée des dessins animés sanguinolents quand ils ont fini de jouer avec leur console de jeu dans laquelle ils tuent à peu près 12 000 personnes à la minute. Alors on mobilise à ce moment-là des cellules psychologiques, de soutien psychologique pour leur remettre les idées en place. Une petite observation pour répondre à la question de cet auditeur. Lorsque nous avions encaissé un bombardement, la question qui se posait toujours était « mais qu'est-ce qu'ils ont voulu viser ?» La réponse, je la connais, mais je ne la donnerai pas ce soir parce que je ne voudrais pas faire de peine. Parce que, excusez-moi, oui, c'est ça. J'étais une petite fille, j'étais à l'école, je fais des bonnes sœurs qui nous faisaient prier, nous prions pour être bombardés par les Anglais et pas par les Américains. Pourquoi ils vivaient oui, parce que les Anglais faisaient beaucoup plus attention. Les Anglais faisaient beaucoup plus attention. Les Anglais risquaient leur peau. Je me souviens d'avoir vu, je ne sais combien de fois, des bimoteurs qui passaient au-dessus de la maison, là, dans un nuage de SCA. Et ça, c'était des Anglais. Il y en a un qui s'était écrasé en ville, d'ailleurs. Oui, les Américains bombardaient 11 000 mètres. Voilà. Fernand Crombette a réconcilié la science et la foi, défendant ce qui est un des dogmes de l'Église catholique, l'inhérence biblique. Tout va commencer de manière très fortuite pour Fernand Crombette, sa fille devant réaliser un tableau, elle était étudiante aux Beaux-Arts de Lille, sur les saintes femmes au tombeau. Il a ouvert sa Bible et il est tombé par hasard, ou plutôt la Providence a voulu, sur le verset 12 du psaume 73, et Dieu notre roi a opéré le salut au milieu de la terre. Et évidemment, le salut est opéré à Jérusalem, et Jérusalem n'est pas au milieu de la terre. Et il va se souvenir des travaux de Wegener, le géographe allemand mort en 1930, qui avait reconstitué la Pangée, c'est-à-dire le continent unique primitif. Vous savez que le Brésil s'intercale bien dans l'Afrique. Et il va avoir une idée géniale, c'est tenir compte d'un phénomène réel, parce que le surnaturel pour nous catholiques est historique. C'est l'intervention de Dieu dans l'histoire à travers le déluge, et il va imaginer qu'il y avait autour de la Terre un anneau à queue, un peu similaire à celui de Saturne, qui s'est effondré sur la Terre lors du déluge, créant ainsi le déluge. Et donc le niveau des eaux... Qui est expliqué dans la Bible d'ailleurs, il faut dire dans la Genèse. Les eaux d'en haut, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Il est dit dans la Genèse qu'il n'a jamais plu jusqu'au déluge, puisque la Terre se couvrait de rosée. Absolument. Et cette rosée était permise par ce fameux anneau à queue. Et c'est aussi conforme à la cosmogonie du philosophe Kant. Et lorsque il va reconstituer le continent unique primitif, il va tenir compte du niveau des eaux des océans qui prévalait avant le déluge. Et donc il y avait moins d'eau dans les océans. Et il va partir à la côte bathymétrique moins 2000 mètres. C'est là justement précisément où, après avoir descendu progressivement, elle va s'effondrer au niveau des abysses. Et en reconstituant ce continent unique primitif,
décoratif aux merveilles. On a une feuille à 8 pétales, une fleur à 8 pétales, dont le centre est Jérusalem. Jérusalem en plein centre du monde, avec arrosé par 4 fleuves, le Tigre, l'Euphrate, le Fison et le Géant, dont il est fait mention dans la Genèse. Et juste une petite anecdote, Monsieur de Becquet, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un baptême d'adulte un samedi saint, lorsque le prêtre sépare les eaux du baptême, l'eau qui va servir pour le baptême du futur chrétien, cette eau est divisée en 4 par le prêtre en mémoire de ces fleuves. Alors s'agit-il d'un vieux mythe de bédouin conçu et il y a très longtemps et reposant sur aucun fait, ou s'agit-il d'une réalité? Eh bien, Fernand Combette a montré qu'il s'agissait d'une réalité. Mais ses travaux vont bien plus loin. Il a travaillé sur l'Atlantide. Je vais peut-être laisser un petit peu la parole à notre ami Éric Dilly, qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Il a travaillé sur la lecture de l'hébreu par le copte, et si vous nous laissez 30 secondes pour vous lire des traductions de l'hébreu par le copte, c'est extrêmement intéressant. C'est absolument époustouflant. Je laisse la parole à Monsieur Dilly, et après on lira le copte. Alors, Fernand Combette, quand il va reconstituer la Pangée primitive, ce continent à 8 pétales avec Jérusalem au centre, il va remarquer qu'il y a un manque. Ce manque se situe entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. C'est une bande qui est immergée alors que l'ensemble de la Terre est continu et sec. C'est une bande de 5000 km de long sur 1000 km de large. Et en découvrant cette chose, en homme cultivé de son temps, il dit mais Platon avait raison. Et il va reprendre pendant 30 ans tout ce qu'on avait publié sur l'Atlantide pour savoir d'où venait ce mythe, comment il était arrivé, comment il avait été transmis à Platon. Et il va élaborer une hypothèse, une intuition pour expliquer cet effondrement de l'Atlantide. Alors, je ne reviendrai pas sur l'histoire de Platon et son histoire jusqu'à nous, ce serait beaucoup trop long, mais l'intuition de Fernand Combette, c'est d'expliquer que ce continent a effectivement réellement existé, et actuellement la science, même si elle ne le reconnaît pas dans sa majorité, de nombreux scientifiques admettent l'hypothèse selon laquelle la chaîne médio-atlantique, c'est-à-dire ce grand S montagneux qui traverse l'océan Atlantique, a été émergé autour de 10 à 12 000 ans avant notre ère. Donc, on a découvert des traces d'arbres dans le fond, on a découvert des planctons fossiles, on a découvert des coraux à 2500 mètres de profondeur, alors que les coraux, jusqu'alors, on n'en trouve pas au-delà de 500 mètres de profondeur. On a découvert des grottes constituées de stalactites sous-marines, alors que normalement, elles n'apparaissent que... Ça paraît bizarre. Elles n'apparaissent qu'à l'air libre, et de surcroît, ces stalactites étaient inclinées. Donc un ensemble de faits qui se sont accumulés depuis 50 ans ou 60 ans permettent à de nombreux scientifiques de considérer qu'il est très possible, dans une période relativement proche de nous, qu'un continent était émergé au centre de l'Atlantique. Fernand Combette, lui, va essayer d'expliquer ce phénomène, et il va reprendre l'ensemble des traditions qu'il connaît sur l'Antiquité, et effectivement de nombreuses traditions parlent d'un immense cataclysme qui ravagea quasiment l'Europe, la Méditerranée, et elle se situe à l'époque du Bronze, à l'époque de l'Exode. Il va reprendre le livre de l'Exode, dans lequel est racontée l'histoire du passage des Hébreux. Les 10 plaies ont été analysés par Fernand Combette, et maintenant c'est confirmé par la science comme étant des signes avant-coureurs d'un immense cataclysme qui se préparait. Et donc pour Fernand Combette, l'histoire était relativement simple. L'effondrement de l'Atlantide a correspondu au passage des Hébreux dans la mer Morte. Pourquoi ? Mer Rouge. De la mer Rouge. L'effondrement de cet immense continent au cœur de l'Atlantique a fait un immense appel d'eau qui a diminué les océans de 80 mètres de hauteur, et qui a pompé l'eau de tous les fleuves, les rivières, et ce bras de mer qui rentre dans la côte arabique, il l'a vidé le temps nécessaire pour que les Hébreux, sur une distance de 1 km de large sur 15 km de long, puissent traverser, protégés qu'ils étaient par la nuée. Et quand l'armée de Pharaon s'est engagée dans le passage, elle a été par le reflux, elle a été complètement anéantie. Alors, cette histoire de l'Atlantide, Combette va essayer et va chercher dans d'autres traditions une confirmation. Il va la trouver dans 3 traditions. La première, c'est le voyage de Jason.
Le voyage de Jason et les Argonautes, dont Plutarque nous raconte qu'il a commencé en 1228 avant Jésus-Christ. Et le voyage de Jason est un livre étonnant. C'est pas une histoire, c'est un livre de bord de marin où chaque jour le poète Orphée compilait tout ce qui s'était passé dans la journée et où ils étaient arrivés. Et Fernand Combette, patiemment, va reconstituer tout le voyage, étape après étape. Il va arriver jusqu'en Géorgie, où se trouvait la Toison, et il va continuer le voyage de Jason. Mais curieusement, il traverse des endroits qui sont actuellement des terres. Et il va continuer ce voyage, il va se rendre compte qu'il existait un immense continent qui se trouvait à l'est de l'Oural, que les anciens appelaient l'océan Scythique, et que Jason va mener... Un immense océan, pas un immense continent. Un immense océan, qui s'appelait l'océan Scythique, que les anciens connaissaient, d'où les géographes en parlent, en sachant qu'il a disparu, et il va remonter jusqu'aux mers glaciales. Et Jason, dans son livre de bord, raconte que la mer a été transformée d'un seul coup. Et un immense raz-de-marée a détruit tout sur son passage, et ça correspond, d'après le compute qu'a établi Fernand Combette, à la date exacte de l'Exode. La deuxième confirmation qu'il va trouver, c'est... À la même époque, les historiens ont constaté que les peuples de la Méditerranée, pour une raison obscure et non définie, avaient quitté leur patrie, emmenés sur des bateaux, et s'étaient réfugiés en Afrique et en particulier en Égypte. On a appelé ça les invasions des peuples de la mer. Actuellement, on n'a aucune explication, mais quasiment tous les peuples méditerranéens, jusqu'aux Indos, ce qu'on appelle les Indo-Européens, se sont réfugiés au sud. Pour quelle raison ? Pour Fernand Combette, elle semble relativement simple et très simple. Il s'agit d'une conséquence, une fois encore, de l'effondrement de l'Atlantide. Et ces hommes vont se réfugier en Égypte, pays d'abondance et de richesse que le monde entier connaissait à l'époque. Et l'Égypte lui-même, dans ses écrits, va le confirmer et confirmer les attaques de ces peuples barbares au moment même où les Hébreux quittaient la terre d'Égypte. Voilà la présentation qu'on peut faire rapidement, très très rapidement de l'œuvre de Combette. Ce qui est intéressant, c'est que Combette a compris en étudiant et en mettant en parallèle l'histoire biblique et les traditions antiques que ces deux choses étaient concordantes et qu'elles étaient démontrables scientifiquement, qu'elles correspondaient à des faits scientifiques qui étaient tout à fait défendables. Et il a été très étonné de voir une discordance entre les chronologies égyptiennes et les chronologies bibliques. Et là, il s'est rendu compte, en reprenant le problème à zéro, en reprenant les textes de Champollion, que Champollion avait lui-même installé les chronologies longues, alors que jusqu'alors on avait des chronologies courtes, et il les avait installées parce qu'il avait mal compris et mal interprété les hiéroglyphes égyptiens. Et donc il va faire ce travail-là, mais là mon camarade Jean-Charles vous en parlera bien mieux que moi. Jean-Charles, justement là on en arrive à la question de la traduction de la compréhension des hiéroglyphes par le copte. Alors non, il y a deux choses distinctes mais enfin un petit peu liées. C'est Fernand Combette va se rendre compte que la méthode de Champollion est insatisfaisante. J'étudie personnellement la méthode de Champollion depuis 1 an et demi et je poursuis régulièrement et j'en arrive grâce à l'éclairage de Fernand Combette, il faut bien l'avouer, à la même conclusion qu'elle est insatisfaisante. Il y a des grosses insuffisances, même si on peut reconnaître à Champollion d'avoir au moins suscité l'intérêt pour cette écriture. Ce n'a pas été le premier. Mais Fernand Combette va relire les hiéroglyphes égyptiens et alors que, comme le disait Éric Dilly, les chronologies sumériennes, l'histoire de Sumer colle bien avec l'histoire biblique, on retrouve les mêmes choses. Sur l'Égypte, curieusement, c'est impossible. Enfin, ça ne colle pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et Fernand Combette, qui croit en l'inhérence de l'écriture, qui croit que l'écriture est inspirée de Dieu, donc elle ne peut se tromper, va réétudier l'histoire de l'Égypte et reproposer une traduction. Je ne vais pas rentrer dans le détail de lecture des hiéroglyphes égyptiens, c'est beaucoup trop long, mais il va retrouver toute l'histoire, notamment l'histoire de Joseph. C'est un livre absolument admirable où il va retrouver toute l'histoire de Joseph, de Moïse, personnages qui sont niés par les égyptologues officiels. L'égyptologie officielle ne reconnaît pas la présence des Hébreux en Égypte. Alors effectivement, donc il y a un problème que Fernand Combette va résoudre sur plus de 8000 pages. Il résout toute l'histoire de l'Égypte et reconstitue la pierre de Palerme. Enfin, il fait un travail absolument inouï, un travail scientifique, j'insiste, c'est pas un travail poétique, c'est un travail scientifique et historique, passionnant, où il va reconstituer toute l'histoire de l'Égypte. Et il va se rendre compte d'un phénomène lors de la lecture d'un cartouche qui n'est pas relaté dans la Genèse. Et il va se poser la question
est-ce que on a bien compris quel était l'hébreu mosaïque, puisque selon la tradition, Moïse est l'auteur du Pentateuque. Le Pentateuque, je rappelle, les 5 premiers livres de la Bible, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Or, là aussi, l'exégèse moderne se trompe gravement, puisqu'elle n'attribue plus à Moïse, suite à Spinoza, Astruc, Simon, Wellhausen, elle n'attribue plus à Moïse d'être l'auteur la paternité du Pentateuque. Et Fernand Crombette va avoir cette idée toute simple. Moïse était élevé à la cour de Pharaon, donc il parlait la langue qui était parlée à l'époque, c'est-à-dire la langue copte, et il va faire une traduction des 11 premiers chapitres de la Genèse, écrite en caractères hébraïques, certes, mais avec la prononciation qui prévalait à cette époque, c'est-à-dire une prononciation égyptienne, c'est-à-dire le copte monosyllabique. Et je vous donne 2 exemples qui sont absolument stupéfiants. On avait parlé tout à l'heure des 4 fleuves qui baignaient le paradis terrestre, dont le Géant. Et Fernand Crombette montre que le Jourdain était lié au Géant. Et voilà ce qu'il dit. Primitivement, il poursuivait son cours par la vallée du Jourdain où il traversait le paradis terrestre. Or, son nom peut se transcrire Ket Ishun, c'est Gjiun, ça veut dire édifier l'homme dedans. L'homme a été édifié dedans. On comprendrait dès lors l'importance du Jourdain dans l'eau duquel Adam aurait été formé. Et on saisirait pourquoi le Christ, qui restaurait toute chose en lui, aurait voulu s'y plonger et y être baptisé comme pour réparer la faute du premier homme. On concevrait que l'esprit ayant travaillé le corps de l'homme dans l'eau soit le véhicule de l'esprit dans l'administration du baptême, restaurateur des âmes. Vous voyez, avec une traduction. Et une autre, de la Genèse. Vous savez, vous connaissez bien cette phrase de la Genèse. Le Seigneur dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tous les animaux et les bêtes de la terre, tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras de la terre, etc. Vous connaissez ce passage. Lu par le copte, voilà ce que cela donne. C'est prodigieux. Répondant à ces paroles, Dieu, parlant ainsi ensuite à celui qui a été rejeté vers les demeures inférieures. Esprit endurci, les choses mauvaises que tu avais accomplies auparavant, en ayant la pensée d'entraîner d'autres esprits dans le châtiment et d'être brûlés, se sont encore trouvés accrus. Maintenant, tu as eu la pensée d'entraîner d'autres avec eux, par séduction dans la douleur des flammes. En châtiment de grande tenaille et des liens puissants te tiendront dans l'éloignement des cavités inférieures. Je vous demande une attention toute particulière. Cette parole sacrée sera seulement accomplie quand sera révolu ce temps perverti. Un Dieu écrasera le rebelle sous le bois de la chute. Donc il y a à la fois l'annonce du Christ, Dieu, qui va être crucifié, et en même temps une allusion à cette tradition qui fait du bois de la croix un rejeton du bois du péché, de l'arbre du péché originel. J'annonce aux générations à venir que je garde à la place de celle qui a perdu la pureté. Évidemment, il s'agit de Ève, une femme supérieurement pure qui donnera la vie dans un temps éloigné à un rejeton supérieurement brillant que la multitude des bouches de ses sectateurs nommera Jésus. La grande sagesse céleste, le Verbe puissant, et qui gouvernera sans fin les saints qui, sortis vainqueurs des douleurs, se reposeront éternellement. Voilà. Alors, il s'agit d'un aperçu ultra rapide, 16 000 pages en 20 minutes, c'est pas possible, mais vous voyez, c'est tout un travail scientifique historique défendant l'inhérence biblique. Alors, si on veut en savoir plus, il est évident que la meilleure solution, c'est d'abord de s'abonner à Science et Foi. Alors, c'est passionnant à lire. Moi, je n'ai qu'un regret, je vais vous le dire, je connais les circonstances de cette séparation, donc on va pas épiloguer là-dessus. C'est que qu'il n'y ait pas la possibilité d'un travail en harmonie ou en union avec les gens du CEP. Je sais que le débat est fondamental, mais quand même, Science et Foi et la revue du CEP, c'est 2 revues qu'il faut lire parce que c'est quelque chose qui vous ouvre l'esprit, mais qui ouvre la tête vraiment. C'est-à-dire que ça donne accès à un aspect de la vérité qui est formidablement novateur et formidablement passionnant, et c'est d'une lecture encore une fois jubilatoire parce que ça balaye toutes les choses qu'on croit savoir, toutes les retenues, tous les tabous et tout, c'est vraiment formidable.